Bonjour à tous. J'excuse tout d'abord Morgane Castagnier qui devait effectivement nous rejoindre mais qui malheureusement a eu affaire à un drame familial pendant la nuit, donc elle est évidemment excusée. On a la chance d'avoir Antoine Denoy qui est le Chief Marketing Digital et Data Officer d'AXA France, probablement un des seuls directeurs marketing qui soit digital native parmi le CAC 40, je pense. On pourrait faire un petit sondage, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Pour parler effectivement de l'avenir de la third party data. Avant de parler de l'avenir de la third party data, on va, si ça fonctionne, voilà, commencer par une petite définition que j'ai tirée évidemment de l'encyclopédie des big data de l'EBG, de ce qu'est la third party data. La third party data, l'EBG la qualifie comme des informations, des données fournies par des sociétés tierces. Donc par opposition aux données auxquelles la société a naturellement accès parce qu'elles sont à elle, elles sont dans ses propres bases de données CRM, données transactionnelles, etc. Il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la fourniture de données pour venir enrichir votre propre connaissance client, vos capacités de ciblage, vos capacités d'analyse, etc. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. C'est des données qui sont de différents types. On va avoir des données sociodémographiques, donc des notions d'âge, de sexe ou de CSP des individus. On va avoir des données de moment de vie, des gens qui sont en train de déménager, en train d'acheter une voiture, ce qui intéresse beaucoup Antoine en général. Des données de centre d'intérêt ou d'intention d'achat. Des données technologiques, quel type de device est utilisé pour se connecter à un site internet, à quel endroit se trouve l'internaute, des données de géolocalisation. Voilà, donc c'est vraiment différents types de données qu'on peut regrouper sous le nom de données third party ou de données tierces pour désigner le fait qu'elles viennent d'un environnement extérieur au vôtre et donc elles sont censées, on en discutera ensuite avec Antoine, elles sont censées vous apporter une connaissance complémentaire à celle que vous avez déjà. C'est une notion qui est relativement classique, qui est d'ailleurs assez bien utilisée, assez bien appréhendée par les annonceurs. On a fait une étude chez Weborama l'année dernière sur les usages DMP en Europe. Il ressortait de cette étude que plus de la moitié des annonceurs qui avaient une DMP utilisaient de la donnée tierce. Donc on voit qu'il y a une compréhension, une connaissance de ce que c'est que ce genre de données-là. Certains même, un tiers d'entre eux, disaient qu'ils n'avaient pas accès à assez de données. Donc on voit qu'il y a une appétence. Il y a une appétence et malgré tout, c'est une donnée qui n'est pas forcément toujours bonne presse. Alors on a fait une petite revue de presse rapide, mais on entend souvent dire que la donnée tierce c'est cher. La donnée tierce, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. C'est difficile d'en mesurer la valeur. Voilà, donc il y a à la fois une compréhension de l'intérêt de ces données-là et en même temps des craintes, des interrogations, des difficultés. Voilà, donc l'objectif de notre discussion, ce n'est pas la pause. Hop, voilà. L'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'est de parler donc de l'avenir de la third party data. Et avant de parler de l'avenir, Antoine, on va commencer par parler du présent. Donc tu t'occupes du marketing digital et de la data, du marketing du digital et de la data chez AXA France. Comment est-ce que vous utilisez de la donnée tierce déjà, et comment est-ce que vous utilisez de la donnée tierce chez AXA France? Alors c'est une excellente question, Mathieu, comme Merci. d'habitude, très pertinente pour démarrer. Bien sûr qu'on utilise la donnée tierce, parce que sinon je ne serais pas là, et puis ça me permet d'avoir un peu de contenu et d'en échanger avec vous aujourd'hui. Donc on utilise de la donnée tierce, on va y revenir. Après, quelques mots quand même sur notre métier, que vous connaissez tous, mais qui nous amène à avoir une configuration digitale particulière sur ces données tierces. C'est qu'on fait donc un métier d'assurance, je pense que vous avez tous des contrats d'assurance, et en fait un des grands paradoxes qu'on a dans l'assurance, c'est qu'en tant qu'assureur, notre proposition de valeur, c'est de vous connaître, vous clients, parce qu'une grande partie de notre métier, c'est d'estimer le risque des clients qui nous entourent et qui rentrent dans nos agences d'assurance, à la fois le risque auto, le risque automobile, mais un certain nombre d'autres risques, notamment pour les chefs d'entreprise. Et donc le grand paradoxe, c'est qu'on vit de la connaissance de nos clients, puisque ça donne lieu à l'estimation de la prime d'assurance que vous payez sur vos contrats. Mais le paradoxe, c'est qu'en termes de digital, on connaît assez peu nos clients, puisqu'on a assez peu de points de contact fréquents avec nos clients. Ils ne viennent pas souvent sur votre site ou alors ils n'utilisent pas assez ton app? Ils achètent nos contrats. Alors j'ai une app, mais j'ai aussi un espace client sur le web. C'est toi qui commence à taquiner, attention. Vous pouvez y aller. Mais c'est vrai qu'en fait, donc on a un métier aussi de distribution, c'est-à-dire vous allez souscrire des contrats d'assurance auto, et puis vous allez garder une relation en majorité avec l'agent général. Et en termes de digital, on a assez peu de contact direct avec nos clients. La stat, c'est un contrat tous les 4 ans pour l'auto lorsqu'il y a un accident malheureusement, un contact tous les 7 ans pour l'habitation. Mais finalement, le paradoxe, c'est qu'on doit connaître le client et une grande partie de notre proposition de valeur est basée sur cette connaissance. Mais en termes de digital, on est un peu sec. Alors,
Comment la third party data permet-elle de répondre à ce challenge? Est-ce que c'est comme ça déjà que tu utilises la third party data? Parce que je pense qu'aujourd'hui dans la salle, si on fait un petit sondage rapidement, la première réponse, le premier type d'utilisation que les gens vont avoir en tête, c'est optimiser l'achat d'espace média en touchant des gens qui sont intentionnistes. Voilà, ça va être un petit peu le premier usage de données tierces. Vous vendez des voitures, vous vendez des contrats d'assurance, vous voulez toucher des gens qui sont en train d'acheter une voiture ou d'acheter un contrat d'assurance. Est-ce que c'est comme ça que vous utilisez la third party data chez AXA ou c'est pas comme ça qu'on est rentré sur le sujet. Alors, si on oppose un peu le prospect et le client, nous, ce qui nous a intéressé sur cette logique de third data, de données tierces, c'est d'abord pour le client. On va y revenir. Sur la partie prospect, à peu près 10% de notre production d'affaires nouvelles en auto vient du web, vient d'AXA.fr. En grande partie, c'est hybride. C'est-à-dire très peu de gens souscrivent leur contrat d'assurance auto directement sur le site d'un assureur. La plupart donnent leur contact, voient un tarif, et puis après, on les envoie sous forme de lead à nos agents généraux qui les convertissent. Et donc, une grande partie de l'histoire en termes de DMP, d'AXA, et puis de ces initiatives en termes de digital et de data, il est d'abord lié sur la partie client plutôt que sur la partie prospect. On a utilisé la donnée tiers sur la partie prospect parce qu'on a quand même un certain nombre d'investissements en display, en programmatique. On est arrivé, on en reparlera, mais à avoir un petit livre de performance. On est arrivé à davantage personnaliser nos bannières en fonction de la socio-démo qu'on arrivait à capter via notre DMP. Mais un des grands enjeux pour nous, ça a été plutôt de se tourner vers la connaissance du client et pas simplement via de l'activation digitale. Oui, pour donner un petit peu de contexte, on s'est rencontrés en 2014. Le point de départ de la rencontre, c'était la loi Hamon arrive, nos clients vont être capables de résilier leur contrat d'assurance à n'importe quel moment. Comment fait-on pour anticiper mieux cette information? Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a commencé à travailler ensemble, c'est sur cette logique d'anticipation du risque client, en fait. Et c'est là que vous avez commencé, vous, à regarder l'intérêt des données tierces. Alors, le début de l'histoire pour nous sur ce sujet, on va dire DMP, un peu vague, mais qu'on va essayer de préciser, c'est le fait qu'en effet, qu'on voit assez peu le client et qu'une grande partie de la vie des clients maintenant se fait en dehors de d'une agence d'assurance AXA, heureusement, et que c'est la vie digitale, et que c'est tous nos clients qui circulent sur Internet, qui s'intéressent à des produits, qui disent sur les réseaux sociaux ce qui leur arrive, et tout ça finalement nous échappe en tant que compagnie, en tant qu'organisation. Et donc un des grands enjeux pour nous dans l'implémentation du DMP, donc d'une Data Management Platform, c'était d'abord pas tellement d'optimiser nos dépenses sur le prospect, mais de faire en sorte de pouvoir mieux connaître nos clients et de capter un certain nombre d'informations. Et donc on est parti sur cette aventure avec Weborama, ce qui me permet de faire une promotion un peu grossière en début pour l'éviter après. Pas, c'est bon. Mais c'est avec Weborama qu'on a construit cette DMP. Et donc on a mis en place une Data Management Platform en 2014 et on a progressivement onboardé un certain nombre de nos clients. Donc là, à peu près au moment où je vous parle, sur les 6 à 7 millions de clients d'AXA, on en a à peu près la moitié pour lequel on a un cookie. Et ça nous permet d'apprécier cette vie digitale dont on a besoin pour notre marketing. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du type d'informations que tu as sur tes clients et du type d'informations que tu n'as pas? Et pour qu'on arrive à voir un petit peu en creux quels sont les types de données auxquelles tu peux t'intéresser et comment tu peux avoir cette approche d'enrichissement de ta connaissance client? Alors le premier temps du DMP, ça a été de l'implémenter en effet sur notre propre écosystème digital, sur AXA.fr et sur Mon AXA, qui est notre espace client. Et une des difficultés à laquelle on s'est confronté assez vite, c'est l'absence de... on a peu de nos clients qui viennent très régulièrement sur cet écosystème. Donc une fois tous les 4 ans, une fois tous les 7 ans. On a à la fois peu de volume et peu de fraîcheur et peu de fréquence, mais heureusement pour nos clients d'ailleurs. Et donc on a une première étape qui était l'étape de la donnée first party, qui nous a amené à avoir un bon niveau d'onboarding, mais pas suffisant, par rapport à ce qu'on souhaitait faire. Et donc on s'est basé en grande partie sur les données tierces accessibles via Weborama. On parlera après du modèle opérationnel qui est intéressant parce qu'il y a quand même deux manières d'accéder aux données tierces. Vous avez une manière très interne, très internalisée via la DMP, et puis vous avez une manière très externalisée via les DSP à des acteurs que vous connaissez sur un modèle très différent. Je pense que c'est intéressant de revenir dessus. Et donc nous, ce qui nous a intéressé, c'est surtout les moments de vie. C'est-à-dire les fameuses intentionnistes auto, les fameuses femmes enceintes. Je sais qu'il y en a des millions en France, en tout cas c'est comme ça que vous nous les présentez. Et donc on sait que c'est plus ou moins vrai, mais on sait qu'il y a un fond de vrai, qu'il y a un peu de vérité dans ces moments de vie que vous nous présentez. Et donc tout nous l'enjeu, ça a été à la fois de les prendre, de les récupérer chez nous, de les lier à l'activité de nos clients, et puis de s'assurer de leur qualité pour prendre des décisions vis-à-vis des moments de vie qu'on a observés. Donc utiliser la donnée tierce, utiliser les points de contact digitaux pour vous renseigner sur les moments de vie. C'est intéressant ce que tu dis sur la véracité de la data, c'est un argument qui revient toujours. Est-ce que les gens dont vous me dites qu'ils sont en train de déménager sont vraiment en train de déménager? Et ça c'est quelque chose, les gens du CRM traditionnellement ont du mal avec cette forme d'incertitude-là. Quand la case est vide, ça leur plaît pas, et quand la case est pleine avec une bonne information, ça leur plaît pas non plus. Et pourtant, dans le monde digital, comportemental du web, on a du mal à avoir des données 100%
réel. Comment vous appréhendez, vous, ce risque d'incertitude? Est-ce que vous vous dites, si c'est pas 100% vérifié, ça vaut rien? Ou alors, écoute, c'est mieux que rien, on n'est peut-être pas à 100% sûr, mais déjà, si ça nous fait 50%, 80% d'uplift, c'est intéressant. Quelle est l'approche que vous avez, vous, avec ça? Ce qu'on a fait, c'est en effet, on a fait le deuil de la donnée sûre et certaine, évidemment, parce qu'il faut le faire. On n'a pas autant, malheureusement pour la France, de femmes enceintes, et on n'a pas autant d'intentionnistes auto, malheureusement pour les constructeurs. Donc en fait, on a essayé de lier ces données, de rentrer dedans, de soulever le capot de Weborama, d'essayer de prendre un grain très très fin, toutes ces données tierces, et de les lier à nos clients, et d'avoir des opérations sur ces clients qui nous permettaient à un moment donné de nous dire est-ce que c'est de la qualité ou c'est pas de la qualité. Je reviens juste sur ce point parce qu'il est important, c'est que d'une certaine manière, pour capter ces moments de vie, on a eu deux choix. La première, c'était de se dire on va commencer à passer par des DSP, AppNexus, Google, et on va aller acheter, louer des cookies tels qu'ils sont proposés par les acteurs du marché via des menus déroulants dans ces outils. Donc vous vous dites, je veux targeter telle tranche d'âge, intentionniste auto, et puis vous achetez le cookie en même temps que vous le consommez. C'est-à-dire que vous faites apparaître une bannière. Le problème qu'on a, nous, et c'est encore un souci dans l'assurance, c'est qu'on n'a pas beaucoup de parcours pour les clients. C'est-à-dire que quand on voit un client passer sur Internet, si on lui met une bannière AXA, il peut cliquer dessus, il peut demander à être en contact avec son agent, mais on n'a pas encore de souscription en ligne pour nos clients. Et donc, d'une certaine manière, cette voie facile pour capter la donnée tierce, elle nous était interdite dans notre métier. Pas possible, pas intéressante, pas économique. Et donc, on est rapidement revenu en arrière, on a rapidement arrêté d'acheter des cookies et des données tierces via ces plateformes parce que l'impression nous coûtait assez cher et finalement on n'arrivait pas à vraiment leverager ça pour notre business. Une des forces de notre business, c'est nos agents généraux, c'est notre réseau intermédiaire, c'est notre distribution physique. Et donc un des challenges qui était pour nous, c'était de faire le grand écart entre les données tierces captées par des outils très sophistiqués, un peu jargonneux, un peu techniques de la place de marché digitale, dont Weborama, et puis nos agents généraux de l'autre côté, plus ancrés dans la vie locale, et puis finalement c'était eux notre vrai levier d'action sur le business, parce que c'est eux in fine qui ont toute l'efficacité quand ils décrochent le téléphone. Bonjour madame, j'ai une proposition d'assurance pour vous. Et donc tout l'enjeu c'est de lier ces données tierces à ces données au poste de travail finalement des agents généraux qui l'utiliseront en bout de chaîne. Et donc là, on ne pouvait pas passer par les méthodes habituelles. Et c'était là où on est passé par une autre méthode que je décrivais comme plus interne, c'est de se dire, le choix qu'on a fait du DMP, à l'époque, je me souviens quand je suis arrivé chez AXA en 2014, on avait lancé un appel d'offres sur les outils DMP, qui était un peu mon boulot dans une autre vie. Et donc, je pensais tout savoir et je n'étais pas sûr de choisir Weborama. Mais ce qui m'a convaincu, c'est le fait que vous aviez des données tierces que nous n'avions pas en tant qu'assureur, évidemment, mais surtout que vous étiez dans une logique de partenariat où on n'achetait pas les données tierces à l'activation digitale, mais on les achetait sur le mode du forfait. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a implémenté la DMP, dans notre DMP, on avait bien sûr nos données first party, mais on avait au même endroit, dans la même base, l'ensemble des données Weborama, l'ensemble des moments de vie de l'éditeur du DMP disponible. Et ça nous a permis de faire quoi? Ça nous a tout simplement permis d'exporter toutes nos données DMP et de les mettre dans un environnement un tout petit peu différent, qui est un environnement davantage de data lake, c'est davantage de la cuisine interne, on se rapproche un peu des systèmes d'information AXA et du CRM AXA, et donc de lier dans nos bases les données tierces que vous nous apportiez à notre propre connaissance client par ailleurs. Il y a deux choses qui sont, je pense, très intéressantes dans ce que tu dis. La première, c'est qu'effectivement, la donnée tierce n'est pas limitée à une action d'optimisation de l'achat média. Et dans la question à laquelle on essaie de répondre aujourd'hui, quel est l'avenir de la donnée tierce, peut-être que le présent, dans beaucoup de cas, c'est effectivement l'optimisation de l'achat média, mais l'avenir, ça peut être d'aller beaucoup plus vers cette internalisation, cette analyse, etc. Le deuxième point sur lequel je veux revenir, c'est que du coup, vous vous retrouvez avec une masse d'informations en interne qu'il faut traiter. Et on sort du coup de la sphère média et on rentre plus dans la sphère du customer intelligence, dans la sphère de la business intelligence. J'aime beaucoup ce que tu as dit un jour, qui était que vous avez beaucoup de data scientists. Ils ne le savent pas parce qu'ils s'appellent actuaires, mais c'est quand même des data scientists. C'est eux qui travaillent sur la donnée tierce, du coup, c'est eux qui travaillent sur l'exploitation de cette information-là? Alors, pour qu'ils y travaillent réellement, ce sera l'étape où on intégrera ça éventuellement, peut-être un jour, dans l'estimation du risque. Ce qui n'est pas encore le cas. Comme c'est un usage encore très marketing, et on le souhaite comme tel actuellement, ce n'est pas des actuaires en tant que tels qui travaillent dessus, c'est plutôt des data scientists, des stateux du CRM dans l'équipe qui bossent dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on amène ces données tierces à des gens qui connaissent un peu les stats, etc., qui sont rompus aux techniques de connaissance client, à la CRM classique, eh bien, ils sont assez suspicieux.
Et d'une certaine manière, les millions de femmes enceintes, bon, ils n'y croient pas, ils ont raison de ne pas y croire, mais tout de suite, ils demandent d'avoir l'information au grain le plus fin qui est au grain du cookie et de la travailler. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'exigence un peu académique du statut rejoint l'exigence et la nécessité du marketeur. Parce que d'une certaine manière, si on mettait des bannières AXA ou si on demandait à nos agents d'appeler l'ensemble des femmes enceintes qu'on achetait chez vous, on n'y arriverait pas. Il y en aurait trop de volume, trop de disparité de qualité, problème de récence, de fraîcheur. Et donc ce qu'on a essayé de développer avec vous, c'est d'une certaine manière un petit curseur volume-qualité des informations qui nous étaient données par mon voisin de gauche. C'est-à-dire qu'on a développé avec Weborama, et en interne aussi, un module qui permet, entre les mains des marketeurs, au moment de lancer des campagnes, de dire je veux un peu moins de volume, mais je veux davantage de qualité. Je veux un peu moins de femmes enceintes, mais je veux être sûr qu'elles soient enceintes. Et donc, d'une certaine manière, de rentrer dans plus de granularité, plus de finesse pour le business en aval. Et pourquoi tout est lié? Parce que vous allez me dire, on pourrait avoir plein d'intentionnistes auto, le display, ça coûte plus ou moins cher, je ne connais pas les prix des CPM, mais on pourrait inonder de bannières AXA tous les intentionnistes auto qu'on loue sur ces places de marché. À partir du moment où ces données tierces nous servent à autre chose qu'afficher une bannière, c'est-à-dire des vraies plateformes à décrocher le téléphone pour aller solliciter nos clients, des vrais agents généraux dans leur poste de travail, leur donner des informations qui vont nécessiter, eux ou à leurs collaboratrices, collaborateurs, de décrocher le téléphone, il nous faut de la qualité. Et comme il nous faut de la qualité, il faut comprendre ce qu'il y a sous le capot, et donc il faut faire ce travail un peu fin de compréhension de ces données tierces. Alors, il y a un des facteurs clés de succès de notre point de vue, je pense que, je ne sais pas si tu es d'accord, tu vas me dire, de ce type de projet-là, c'est justement que les gens du marketing et les gens du média travaillent main dans la main, ils sont tous les deux sous ta responsabilité, ils étaient déjà dans ton ancien job sous ta responsabilité. Quelle est la part de cette dimension organisationnelle dans le succès de ce genre de projet? Parce que traditionnellement, c'est quand même très siloté dans les organisations, les gens qui font de l'acquisition d'un côté, une fois que le prospect est devenu client, c'est plus les mêmes qui entretiennent la relation avec ce client-là. Et souvent, les gens qui connaissent le client sont ceux qui sont mieux à même de faire du scoring, de faire de la modélisation, de faire de l'analyse comportementale, mais ils n'ont pas accès à la base de prospection. Donc comment est-ce qu'on résout ce problème-là? Est-ce que c'est organisationnel la solution? Alors je ne vais pas jouer au vieux con avec mon jeune âge, mais globalement, si j'ai un enseignement à vous donner pour réussir ce projet, c'est qu'un projet DMP, finalement le projet que je viens de vous décrire, c'est bien de résoudre ce problème organisationnel. Moi, dans mon ancienne vie, quand je faisais un peu de conseil autour de ces logiques de DMP, le grand malheur de ces réunions avec les clients, c'était qu'on savait pertinemment qu'il y avait deux équipes qui allaient s'affronter sur ce sujet. Le CRM d'un côté, qui partait d'une vraie connaissance client, avec une manière de réfléchir très très différente, des autres équipes qu'on rencontrait une chance sur deux de tomber ou sur le CRM ou sur le marketing, les équipes marketing qui étaient dans des logiques beaucoup plus d'acquisition digitale avec un état d'esprit, un rythme très différent. Et il n'y a pas, moi j'ai beaucoup de clients chez qui la notion même d'appel d'offres DMP, les gens se renvoyaient la balle, etc., etc. Et le problème de se renvoyer la balle comme ça entre équipes, c'est l'inertie sur ce type de projet, le manque d'agilité, et surtout que celui qui gagne, c'est la DSI. Moi, souvent, ce que j'ai constaté, c'est qu'à partir du moment où le CRM et le marketing n'étaient pas d'accord, on avait un type de la DSI qui rentrait dans la salle et qui nous disait moi, je vais implémenter un bon data lake sorti de derrière les fagots, et ça, ce sera un DMP. Je caricature un petit peu. Mais globalement, le sujet sans paternité métier était de fait l'idée plutôt par des équipes techniques. Alors, j'ai rien contre les équipes techniques, parce que j'ai une partie des équipes qui sont techniques chez AXA. Par contre, ce type d'outils, Weborama, ce type d'outils publicitaires, eh bien, il ne faut pas que ce soit choisi par des outils techniques, des équipes de systèmes d'information classiques, parce que ce sont des outils radicalement différents de ceux qui sont utilisés par les DSI classiques. Revenons une seconde sur la question de la donnée third party et de la façon dont elle est positionnée dans votre esprit et votre organisation à vous par rapport aux autres sources de données. Vous avez effectivement une richesse de données sur vos propres clients, vous avez des partenariats qui vous permettent d'ingérer ce qu'on appelle données second party, donc dans le cadre d'accords de gré à gré avec des sites automobiles, etc. Comment est-ce que vous positionnez ces différentes sources? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce que c'est d'abord on utilise les nôtres et après on voit si on arrive à les enrichir avec celles des autres? Est-ce que c'est une question d'usage? Est-ce qu'il y a des usages qui sont plus adaptés à l'utilisation de données first party, des usages plus adaptés à l'utilisation de données third party? Comment est-ce que ça s'organise tout ça? Comment est-ce que ça se priorise? En fait, on va dire que, j'espère que je ne vais pas te dénigrer, mais on évite de réagir de manière trop brutale à des données tierces.
parce que tout ce qu'on a dit sur l'absence de fiabilité, on va le dire quand même, c'est un marché qui n'est pas structuré, on a des éditeurs qui proposent les mêmes internautes à des prix très différents, on a des éditeurs qui sont plus ou moins honnêtes dans la manière dont ils commercialisent ces données, et donc en fait, on s'abstrait à une règle, c'est de ne pas réagir en termes de business trop rapidement à ces données tierces. Et donc ces données tierces, on va toujours les tester, via quelques personnes en plateforme, via quelques bannières, pour s'assurer de quelles données tierces on parle et qu'est-ce qu'on peut en faire. Ce qui est sûr, c'est que la donnée tierce, elle est rarement utilisée par AXA de manière autonome. Elle est souvent liée à d'autres types de données, et c'est la transition, et c'est le lien qu'on fait avec le DMP dont je vous parlais, c'est tous ces internautes, entre guillemets, onboardés, c'est la connaissance qu'on a d'eux, plus les données qu'on va récupérer en données tierces, qui nous permettent d'affiner et de préciser notre action. Voilà, on ne l'utilise pas comme ça, la donnée tierce, en autonomie, en tout cas pas chez AXA. On avait un autre grand fantasme chez AXA, parce qu'on a beaucoup de fantasmes, il faut vivre de ses rêves et de ses fantasmes, c'était la donnée seconde partie. C'était la capacité de se libérer de mon voisin de gauche et de tous ces éditeurs et d'aller avoir directement des sites en lien avec notre business sur lesquels on pourrait se mettre d'accord pour l'échange de données de navigation. Et là, la vraie réalité aussi du marché, c'est que c'est très compliqué de le faire. C'est-à-dire qu'on a un manque de maturité à la fois technique et de business model entre les acteurs, entre les annonceurs, pour se mettre d'accord dans le dos de nos charmants prestataires de médias. Il y a une question de modèle économique qui est compliquée. Comment est-ce qu'on détermine l'échange de valeur ? Il y a évidemment plein de raisons. Il y a une raison technique, c'est-à-dire qu'il faut avoir une DMP. Il faut pas, si on n'a pas une DMP identique, c'est encore plus compliqué. Et puis il y a une autre raison qui est assez amusante en termes d'organisation, c'est que le fait de troquer des données, ou d'avoir ce type d'échange de données de navigation, eh bien, ça pose un problème assez clair à une organisation, c'est que ce n'est pas son métier. Et donc, en fait, c'est presque un nouveau business model. C'est rikiki en termes de monétaire, mais ça oblige quand même à un moment donné à ouvrir une ligne dans l'organisation et se dire, il y a une partie de mon job qui est d'échanger des données avec d'autres acteurs. Et les boîtes ne sont pas prêtes à passer ça, parce que c'est la pagaille, c'est compliqué en termes d'organisation de la mettre en place. Et donc, les données tierces, le fait d'aller voir directement un partenaire, on l'a fait à quelques occasions, mais c'est quand même pas quelque chose sur lequel on a arrêté de mettre de l'énergie. Je pense qu'on attend que le marché se structure, et je pense qu'un acteur, il restera un besoin d'intermédiation par des acteurs qui n'auront peut-être pas la configuration que vous avez, mais en tout cas, il restera un besoin d'intermédiation avant qu'on puisse vraiment faire exploser la donnée seconde partie. D'accord. Alors, en ce qui concerne les difficultés, je mentionnais tout à l'heure quelques lieux communs sur la donnée tierce, c'est cher, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, etc. Quelles sont les limites auxquelles vous avez été confrontés dans l'utilisation de cette information-là? C'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que c'est des signaux, ce n'est pas des choses que vous allez prendre pour argent comptant, par contre c'est des signaux qui, au fil du temps, vous amènent vers une conviction. Comment est-ce que vous... Quels sont les freins que vous avez rencontrés? Quelles sont les limites que vous avez rencontrées? Et comment est-ce que vous les avez abordées, ces limites par rapport à la sortie? Il y a une question qui est hyper dure à répondre, c'est quel est le ROI d'une donnée tierce? Pourquoi? Parce que pour y répondre, il faut répondre à une première question dans laquelle je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais en tout cas la partie n'est pas simple, c'est quel est le ROI de mes investissements médias, notamment en display, où finalement on est toujours, mais j'ai l'impression que c'est toujours le cas, tiré entre je juge au clic, donc je dégomme mes investissements de display, parce que ça sera toujours moins rentable que quand on arrive en aval sur un Google ou un Facebook. Et puis, je juge mon display comme un investissement de branding et j'échappe à toute mesure de tracking, parce que je me dis que c'est un investissement de branding. L'entre-deux qui permet quand même de se dire que le display a du sens par rapport à un chemin de conversion et qui permet de dire à une direction marketing continue à investir sur le display, cette question, elle est dure à répondre. Et donc, quand vous rajoutez le ROI des données tiers, c'est vraiment fromage et dessert en termes de complexité, ça devient très très dur. Et d'une certaine manière, eh bien, on n'a pas une réponse sûre et certaine. Alors moi, l'équipe, la manière dont on a d'y répondre, c'est assez simplement, de manière pragmatique, s'abstraindre à de l'A/B testing systématique. Donc l'A/B testing, qui est finalement le nom glamour et plus sexy de placebo dans l'ancien monde, c'est simplement l'idée de dire qu'au lieu de prendre la décision d'afficher une bannière, on affiche dans... on va dire 5% des cas, 2% des cas, une affiche caritative, une bannière caritative, et on compare les clics, et ça nous permet vraiment de mesurer l'impact vraiment lié à l'impression, au ciblage qu'on a réalisé. Et il faut le faire quand on veut juger l'efficacité des données tierces, il faut le faire 3 fois, c'est-à-dire qu'il faut faire une bannière caritative, une bannière AXA sans ciblage et une bannière AXA avec ciblage, et c'est la comparaison de ces différents lifts qui va vous permettre d'avoir un semblant de réponse, en tout cas de raisonner avec des ratios tout au long de l'année sur la partie activation média. Sur les autres leviers, c'est-à-dire le marketing direct, les plateformes sortantes et les agents généraux,
Alors là, on rentre dans un univers complètement différent en termes de démonstration d'efficacité. Et là, il faut plus ou moins être astucieux, c'est-à-dire pour les plateformes, c'est assez simple. On peut leur dire appelez tel client ou appelle tel client. Donc on peut faire des listes de placebo de clients appelés. Et pour les agents généraux, il ne faut pas jouer parce que je vous ai parlé d'exigence de qualité, ce qui fait que ce qu'on envoie aux qualités, ce qu'on envoie aux agents généraux, c'est vraiment de la pure, c'est vraiment la vraie qualité. Et là, on ne rentre pas dans un souci académique de démontrer l'efficacité, on en est convaincu. Et c'est intéressant cette approche de test and learn parce qu'effectivement il y a l'univers du display, de la publicité digitale qui est relativement facile à mesurer et puis il y a tous les autres usages que vous avez de cette information-là qui du coup eux sont beaucoup plus soft et nous on a acquis une conviction, c'est qu'on peut mettre en place 1, 2, 3 POC pour avoir un début de conviction, arriver à montrer des chiffres d'uplift, des chiffres d'amélioration de la performance, etc. Mais au bout d'un moment, il y a une phase de conviction personnelle. Il faut être convaincu que ça suffit pour ensuite franchir le pas et se dire, voilà, c'est bon, j'ai suffisamment de preuves, peut-être que la somme ne fait pas 100, mais j'ai suffisamment de preuves pour pouvoir y aller. Ouais, et puis les modèles économiques risquent de sauter parce qu'on arrive à des impasses avec certains prestataires qui nous disent mon modèle économique fonctionne à l'activation digitale, en display. Donc à la fois fournisseur de données tierces et modèle économique basé sur l'activation de cette donnée sous forme de bannière, ça rend la discussion avec des acteurs comme nous impossible. Parce que nous, d'une certaine manière, c'est pas ce qui nous intéresse, l'impression publicitaire. Donc comment on fonctionne ? Et on fonctionne mal parce qu'en fait, ils nous disent notre modèle de rémunération, il doit s'appuyer sur quelque chose qui est tracé, qui est traqué, pour donner lieu à une rémunération juste de leur métier, ce qui est plutôt normal. Mais le problème, c'est quand on bascule dans le vrai monde du business et du vrai monde de la CRM, c'est pas aussi pur qu'un tracking digital. Donc, d'une certaine manière, je ne sais pas si la solution, c'est un modèle économique au forfait comme vous l'avez vous, mais en tout cas, c'est un entre-deux entre ça et un modèle économique à l'activation, comme le marché est structuré actuellement. On essaie de garder un petit peu de temps pour les questions. Oui, heureusement qu'on était que tous les deux, parce que sinon on aurait duré à peu près 1h30. Non, vous auriez préparé le truc pour que ça rentre dans le temps, tout simplement. Juste pour conclure, je pense que c'est intéressant de noter, via l'exemple d'AXA, que la donnée tierce, elle a un usage évidemment qu'on connaît tous dans l'optimisation de l'achat média avec des notions d'intentionniste, avec des notions de toucher les personnes qui sont dans le bon état d'esprit au bon moment, mais pas que. Et probablement l'avenir, et nous le pari qu'on fait chez Weborama, c'est que l'avenir de l'utilisation de ces données tierces, il est beaucoup plus dans une utilisation du type de celle d'AXA, qui est arriver à prévoir, arriver à enrichir la connaissance client, arriver à améliorer, à internaliser cette expertise-là pour améliorer non seulement l'activité publicitaire, mais aussi beaucoup d'autres pans du métier. C'est important comme conclusion. J'ai fait un effet de loupe sur ces données tierces. C'est évidemment pas ce qui porte le business d'AXA par ailleurs, qui heureusement vit sur d'autres leviers. Et ce qui est aussi important de dire, c'est qu'on apprend énormément, on perd beaucoup de temps. Et le type de démarche qu'on a eu, on ne peut le faire que si on met de côté le ROI court terme, c'est-à-dire le ROI à 6 mois. Voilà. C'est quand même important à préciser en conclusion. Très bien, justement passer au challenge. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos orateurs ? Moi j'en ai une petite, le temps qui se décide parce qu'ils sont un peu timides. Il y en a une là-bas au fond. Ça te regarde, franchement. Il y en a une là-bas. Arrête les blagues foireuses. Il est taquin. Il est taquin. Ça marche, oui. J'avais pas compris la blague. Il faut surtout pas se laisser faire. Bonjour. Bonjour. Bintou Mariko, Groupama. Alors moi j'ai plutôt une question sur... Je ne parle pas aux concurrents, j'avais briefé les équipes. Non mais je préfère me dévoiler parce que... Je vais faire mon gendre idéal et je vais vous écouter en acquiesçant, mais je ne vais pas vous répondre. Si, je pense que vous allez me répondre, vous m'avez déjà répondu dans d'autres occasions. Elle t'avait pas dit qu'elle était de Groupama, c'est ça ? Notamment chez Google, là, il y a 2 ans. Alors ma question c'était sur le RACI que vous avez mis en place sur la DMP. Entre le scoring, qui crée les segments, qui les utilise, comment vous déployez les campagnes. Alors, l'organisation, les RACI, responsabilités. Je suis hyper content de pouvoir expliquer ce que c'est, parce que je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est que le RACI. Le RACI, moi je veux bien. Ouais. C'est un concept de consultant très très efficace. C'est l'idée quand vous avez une situation un peu brouillonne. Vous avez un quart d'heure, c'est bon ? Vous ne savez pas très bien ce que les gens font dans la réunion, il y a un projet qui décale, etc. Vous posez des questions existentielles sur l'efficacité collective. Vous dites on va faire un RACI. Et là, vous voyez, c'est le mot magique. Donc vous découpez un tableau en plusieurs colonnes et vous avez un responsable, un informé, un consulté et un décideur. Voilà. Et donc vous rangez chacun de vos petits copains du tour de table dans ces cases. Et non seulement vous croisez les doigts et vous serrez les fesses, normalement le projet doit aboutir. Donc le RACI. Qui fait quoi ? Ce qu'on fait, ce qu'on internalise, c'est toute la connaissance et le scoring. Et ce qu'on laisse à nos agences, c'est l'accès à cette DMP pour permettre de prendre les segments et de les activer. Et tout le côté tracking.
Donc le choix clair n'a pas été d'internaliser l'achat média, mais de faire cette découpe entre les stateux, les marketeurs qui doivent être chez AXA et doivent être en maîtrise des segments qui sont opérés, et l'agence qui vient se connecter à l'interface. Mais si je peux juste compléter sur l'organisation, ce qui nous, d'un point de vue prestataire, nous a beaucoup facilité la tâche, c'est qu'il y avait un chef de projet dédié chez toi On ne donne pas son nom. au projet, je ne donne pas son nom, un chef de projet dédié, et son rôle à lui était de coordonner les gens de l'emailing, les gens du display, les gens du search, de la com, etc. Et ça, c'est vraiment, je pense, un facteur clé de succès du projet, d'avoir cette organisation dédiée. On a le temps pour une dernière question. Alors, je pose juste la mienne rapidement, hein, ma petite, comme disait Pierre. Comment on peut juger de la qualité de la donnée tierce? Est-ce qu'il y a des indicateurs pour ça? C'était presque le programme de notre table ronde. C'est une grande question. Les indicateurs, c'est ce que ça fait du business, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vend des contrats. Il faut d'abord l'acheter pour voir si elle est bonne. Il faut l'acheter, et puis il faut vérifier qu'on vend des contrats à la fin. Je pensais qu'il y avait une technique pour le faire avant de l'acheter. Non, j'ai pas de magie. Et par contre, ça, c'est un grand voyage. Le fait de démontrer que acheter, ça permet de vendre des contrats qui durera plusieurs années avant qu'on ait vraiment la démonstration. D'accord. On vous remercie beaucoup, Mathieu et Antoine. Merci.